Un plateau afghan, 1984. Un hélicoptère soviétique Mi-8 longeait à basse altitude les parois du couloir de Panjshir quand une rafale courte et sèche claqua depuis la crête. Pas un Kalachnikov, pas un Douchka, quelque chose d'autre. Les projectiles traversèrent le flanc de l'appareil comme une aiguille perce le carton. L'hélicoptère s'écrasa 19 secondes plus tard. L'équipage ne survécut pas. Les officiers soviétiques qui fouillèrent les débris trouvèrent dans le revêtement des perforations d'environ 1,5 cm de diamètre, au bord déchiquetés d'une façon caractéristique. C'était du calibre 14,5 mm. C'était le KPV, la mitrailleuse lourde de Vladimirov. L'arme que l'Union soviétique avait elle-même conçue tuait désormais ses propres soldats dans les montagnes d'Afghanistan, livrée aux Moudjahidines via le Pakistan, via la Chine, via des dizaines d'intermédiaires que personne ne nommait officiellement. Mais la mitrailleuse la plus puissante que l'Union soviétique ait jamais produite n'est pas née pour chasser des hélicoptères. L'histoire de sa création est bien plus sombre et bien plus fascinante. Elle ne commence pas dans les montagnes. Elle commence dans un bureau d'études industrielles, en plein cœur de la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait jamais connue. À l'automne 1943, le blindage allemand avait changé de nature. Les chars des séries Tigre et Panthère portaient une cuirasse que les moyens anti-chars soviétiques existants perçaient difficilement, même à courte portée. Les fusils anti-chars soviétiques sous cartouche 14,5, le PTRS de Simonov et le PTR de Dektyarev ne pouvaient plus engager avec fiabilité les blindés allemands en attaque frontale. Ils restaient utiles contre les véhicules légers, mais contre un tigre de face, il n'était presque plus rien. Le commissaire du peuple à l'armement, Dimitri Oustinov, posa une exigence sans appel. Il fallait une mitrailleuse automatique sous cette même cartouche 14,5, mais avec une cadence pratique nettement supérieure et la capacité d'engager aussi bien des cibles terrestres blindées que des avions à basse altitude. La tâche semblait irréalisable. La cartouche était trop puissante pour les mécanismes d'alimentation classiques, et les prototypes existants accumulaient les incidents de tir et les ruptures de canon lors des essais. C'est Semyon Vladimirov qui prit le dossier en main, un concepteur dont le nom reste presque inconnu du grand public, alors que son œuvre tire encore dans de vraies guerres aujourd'hui. Vladimirov travaillait dans l'industrie de l'armement depuis plus de 20 ans. Dans les années 30, il avait développé avec Boris Shpitalny la mitrailleuse lourde d'aviation Shavaka, abréviation de Shpitalny Vladimirov Aviationi Krupnokaliberny, soit canon de gros calibre pour avion Shpitalny Vladimirov. Puis, conçut plusieurs canons automatiques pour l'aviation soviétique. C'est en s'appuyant sur l'architecture mécanique du Shavaka que Vladimirov commença, en 1943, à développer une mitrailleuse entièrement nouvelle, sous la cartouche 14,5. L'idée centrale était simple dans sa formulation, mais diabolique dans son exécution. Vladimirov choisit une automatique à recul court du canon, avec verrouillage par rotation du culasse. Au moment du tir, le canon reculait avec le culasse sur une courte distance, puis le culasse tournait, se désolidarisant du canon, tandis que ce dernier revenait en batterie. Ce schéma seul permettait d'absorber l'énergie monstrueuse de la détonation. L'énergie à la bouche de la cartouche 14,5 atteignait environ 31 000 joules. Pour comparaison, le Douchka, la grande mitrailleuse lourde soviétique sous cartouche 12,7, ne développait qu'environ 19 000 joules. Le KPV était donc presque 2 fois plus puissant que la principale mitrailleuse lourde de l'armée rouge. Le canon reçut une conception démontable rapide avec un manchon thermique. Le servant pouvait le changer en quelques secondes dans n'importe quelle condition, sans attendre le refroidissement. Le canon lui-même se révéla suffisamment robuste pour encaisser 120 coups sans remplacement, même en cadence soutenue. Une performance remarquable pour ce calibre à l'époque. L'alimentation se faisait par bande métallique de 40 cartouches, avec introduction possible par l'un ou l'autre côté,
ce qui facilitait l'intégration sur des supports variés. Le ressort récupérateur, par ses dimensions, évoquait un ressort de suspension automobile, et ce n'était pas une exagération. Il devait absorber le recul d'une arme dont la masse à vide atteignait 49 kg, sans affût ni munitions. Tout cela n'existait encore que sur le papier et dans le métal de quelques prototypes. Les essais attendaient, et ils faillirent enterrer le projet entier. Les premières séances de tir sur le polygone en 1944 donnèrent un résultat que les rapports officiels qualifièrent sobrement d'insatisfaisant. Les cartouches se coinçaient dans la bande lors d'une cadence élevée. La culasse, en cas de surchauffe, accusait un retard dans sa rotation, provoquant des incidents de fermeture avec enrayage de la cartouche dans la chambre. Dans 2 cas, le canon se dilata. Pas une rupture franche, mais une déformation rendant toute poursuite du tir impossible. La commission exigea une refonte. Vladimirov retourna à son bureau. Les mois qui suivirent furent, selon les souvenirs de ses collègues, les plus durs de sa vie. La guerre tirait vers sa fin. L'urgence d'une nouvelle mitrailleuse lourde perdait de son acuité, et le financement menaçait d'être réduit. Des concurrents d'autres bureaux proposaient des solutions plus simples, une version améliorée du Douchka ou l'adaptation de modèles étrangers. Vladimirov refondit le mécanisme d'alimentation, introduisit un système d'introduction forcée de la cartouche et modifia la géométrie de la chambre. Les essais de 1945 donnèrent un résultat radicalement différent. La mitrailleuse tira 5000 cartouches sans le moindre incident critique. La durée de vie du canon dépassa les prévisions. La précision à 1000 mètres s'avéra étonnamment élevée pour une arme de cette catégorie. La guerre en Europe se termina avant que le KPV puisse atteindre le front. Mais Oustinov ne laissa pas fermer le dossier. Il comprenait ce que beaucoup ne voyaient pas encore. La guerre suivante avait déjà commencé, simplement, sans déclaration officielle. L'adoption officielle du KPV en 1949 se fit dans un silence presque total. La presse militaire soviétique ne souffla mot du nouvel armement, et les rapports d'essais s'enfouirent dans les archives sous le tampon confidentiel. L'armée reçut la mitrailleuse discrètement, comme on accepte quelque chose en lequel on a longtemps douté, mais qu'on finit par prendre quand même. Le premier adversaire sérieux du KPV ne fut pas un ennemi sur un champ de bataille. Ce fut la bureaucratie. Dès le départ, l'arme prétendait à plusieurs rôles simultanément. Mitrailleuse antiaérienne, moyen anti-char pour l'infanterie, armement de véhicules blindés. Cette polyvalence faillit lui être fatale. Les officiers de l'artillerie anti-aérienne jugeaient la cadence de tir insuffisante pour créer un barrage efficace contre les avions à réaction. L'infanterie se plaignait du poids. 49 kg pour le seul corps de l'arme, sans affût ni munitions, rendait le déplacement à pied impraticable pour n'importe quel calcul. Les blindés s'y intéressaient, mais sans se décider. C'est la Corée qui changea tout. Quand la guerre éclata en juin 1950 sur la péninsule coréenne, l'Union soviétique n'y participait pas officiellement. Mais des conseillers soviétiques, des pilotes soviétiques et des armes soviétiques s'y trouvaient bel et bien. Le KPV arriva en Corée monté sur des affûts anti-aériens cédés aux forces chinoises et nord-coréennes. C'est là qu'il rencontra pour la première fois une cible aérienne réelle en conditions de combat. Les avions d'attaque américains, les EF-80 Shooting Star à réaction et les Corsair à moteur à piston opéraient à basse altitude pour travailler sur les positions au sol. Les servants du KPV ouvraient le feu à des distances allant jusqu'à 2 km. La cartouche 14,5 n'exigeait presque aucune correction pour le vent à cette portée. La vitesse initiale du projectile atteignait 1005 mètres par seconde, ce qui donnait une trajectoire d'une platitude remarquable. Plusieurs appareils américains reçurent des dommages jusqu'alors considérés impossibles pour une arme de calibre mitrailleuse. Radiateurs d'huile perforés, longerons brisés, commandes de vol sectionnées. Les rapports qui remontèrent du théâtre coréen
modifièrent instantanément l'attitude du commandement soviétique envers le KPV. L'arme que les bureaucrates militaires ne savaient pas comment classer venait de se classer elle-même directement au combat. Parallèlement, les travaux sur les affûts progressaient. La version sur roue pour l'infanterie reçut la désignation ZPU, affût mitrailleuse anti-aérien. La version jumelée fut baptisée ZPU-2 et la version quadruple ZPU-4. Cette dernière devint l'un des systèmes anti-aériens soviétiques les plus reconnaissables de la guerre froide. 4 canons en calibre 14,5, pointage synchronisé, cadence de tir cumulée dépassant 2400 coups par minute, pour toute cible volant à basse altitude, c'était la mort sans prévenir. Mais la grande bataille du KPV se joua ailleurs, dans les bureaux du ministère de la Défense, où se décidait l'armement de la nouvelle génération de blindés soviétiques. Au début des années 50, les premiers transporteurs de troupes blindées et les véhicules de reconnaissance en cours de développement cherchaient leur armement de tourelles. Le Douchka était connu et éprouvé, mais sa pénétration de blindage était inférieure de presque moitié à celle du KPV. Ce dernier était plus lourd et exigeait une tourelle plus volumineuse, mais il pénétrait là où l'autre ne pénétrait pas. La comparaison directe fut organisée sur le polygone de l'Académie des blindés. Le KPV perçait une plaque d'acier de 20 mm à 800 mètres de façon certaine, avec une balle perforante incendiaire à noyau en carbure de tungstène. Le Douchka, dans les mêmes conditions, ne le faisait qu'avec une probabilité nettement moindre. L'argument était sans réplique. La version pour tourelle reçut la désignation KPV-T, variante blindée, et fut adoptée sur le BTR-60, le BTR-70, puis le BRDM-2, le véhicule blindé de reconnaissance de deuxième génération, qui allait devenir le porteur le plus connu de cette arme. Depuis sa tourelle, le KPV-T pouvait percer le blindage d'un transporteur léger à 1 km, et sous un angle favorable, atteindre des zones vulnérables sur certains blindés légers de l'époque. Le Douchka demeura l'arme antiaérienne et d'infanterie de référence. Un rôle honorable, mais second désormais. Le Moyen-Orient devint le premier grand théâtre d'opérations réelles pour le KPV monté sur blindé. Lors des conflits arabo-israéliens des années 50 et 60, les BRDM-2, équipant les armées égyptiennes et syriennes, affrontèrent des appareils de fabrication française et américaine, pilotés par des aviateurs israéliens. Ces derniers apprirent rapidement qu'une approche à basse altitude, au-dessus des positions arabes, relevait d'une loterie aux probabilités défavorables. La cartouche 14,5 atteignait des avions là où le 12,7 ne parvenait plus. Au Vietnam, le KPV apparut dans le dispositif anti-aérien de protection des positions nord-vietnamiennes. Les aviateurs américains appelaient « zone de mort » les corridors saturés de feux anti-aériens. Les affûts quadruples ZPU-4, combinés au Douchka, créaient un feu en étage à travers lequel voler à basse altitude relevait du suicide. Plusieurs avions de type A4 Skyhawk reçurent des dommages en ailes et en fuselage incompatibles avec la poursuite du vol, dommages imputés directement au calibre 14,5. En Afrique, le KPV sur camionnettes et camions légers se transforma en arme des armées de guérilla. En Angola, au Mozambique, en Éthiopie, partout où l'Union soviétique ou la Chine livraient du matériel à leurs alliés, le KPV finissait tôt ou tard sur un support improvisé dans la benne d'un véhicule. Cette tactique, l'arme sur pick-up, la mobilité maximale, la frappe et le repli, reçut plus tard le nom de Technichka et devint la marque de fabrique des conflits africains et moyen-orientaux pour des décennies. Le KPV fut l'une des premières mitrailleuses lourdes pour lesquelles cette pratique devint véritablement massive. À la mi-60, le KPV était fabriqué sous licence dans plusieurs pays. La Chine le produisait sous la désignation Type 56. La Tchécoslovaquie et la Pologne disposaient de leur propre chaîne de production.
La version chinoise se diffusa dans le monde entier par des circuits que Pékin préférait ne pas commenter. C'est précisément ce Type 56 qui se retrouva entre les mains des moudjahidines afghans dans les années 80 et qui revint frapper les soldats soviétiques sous la forme de rafales dans les gorges de Panjshir. En décembre 1979, les premières colonnes soviétiques franchirent la frontière afghane. Ce que le commandement de Moscou présentait comme une intervention limitée allait durer près de 10 ans et coûter à l'Union soviétique 15 000 hommes, des centaines de blindés et une partie considérable de sa crédibilité militaire. Dans ce conflit, le KPVT sur BRDM2 joua un rôle que personne n'avait véritablement anticipé, ni dans les états-majors, ni dans les bureaux d'études de Kovrov. Dans les plaines et sur les axes routiers, le BRDM2 restait un véhicule efficace. Sa vitesse, sa légèreté relative et la puissance du KPVT en faisaient un outil de reconnaissance apprécié. Mais l'Afghanistan n'était pas une plaine. L'Afghanistan était une succession de gorges, de crêtes et de cols, où les règles de l'engagement terrestre apprises dans les académies militaires soviétiques ne s'appliquaient presque plus. Le problème fondamental surgit dès les premières semaines d'opération en montagne. La tourelle du BRDEM2 avait des angles d'élévation verticale limités, conçus pour un théâtre européen où l'ennemi se trouvait au même niveau ou légèrement surélevé. Quand la colonne progressait dans un couloir montagneux et que les combattants afghans tenaient des positions à plus de 30 degrés au-dessus du véhicule, le canon ne pouvait tout simplement pas s'élever suffisamment. Cette contrainte structurelle, parfaitement connue des ingénieurs mais sans importance dans le scénario européen pour lequel la machine avait été conçue, coûta des vies en Afghanistan. Les équipages trouvèrent des solutions sur le terrain, sans manuel ni directive d'état-major. Certains faisaient monter le BRDEM2 sur un dévers naturel, les roues avant plus hautes que les roues arrière, pour gagner quelques degrés d'élévation supplémentaires. D'autres démontaient le KPV de sa tourelle et l'installaient sur des positions improvisées en hauteur. Une opération épuisante, avec une arme de 49 kg, mais qui donnait un angle de tir vers les crêtes qu'aucun affût réglementaire ne permettait d'atteindre. Des équipes transportèrent la mitrailleuse démontée à dos d'homme par-dessus des cols, ce qui constitua en soi un exploit physique considérable. Dans ces gorges, le KPV acquit une fonction que Vladimirov n'avait pas inscrite dans ses plans de conception: l'arme de pression psychologique. Le son d'une rafale en calibre 14,5 est sans équivalent dans l'armement individuel ou collectif classique. Ce n'est pas le claquement d'un fusil d'assaut, ni les battements sourds du douchka. Chaque coup est un impact lourd et distinct qui fait vibrer l'air et détache des éclats de roche sur les pentes alentours. Des officiers expérimentés exploitèrent délibérément cet effet. Quelques rafales du KPV sur une crête suspecte produisaient souvent un résultat tactique supérieur à plusieurs minutes de tir au fusil d'assaut, en contraignant l'adversaire à se déplacer et à révéler ses positions. Les servants apprirent également à exploiter la platitude de la trajectoire du 14,5 pour un tir par ricochet contrôlé. Des projectiles tirés sous un faible angle par rapport à une surface rocheuse rebondissaient et venaient frapper des combattants réfugiés derrière des abris que le tir direct ne pouvait pas atteindre. Cette technique, improvisée dans les montagnes afghanes, relevait d'une maîtrise empirique, acquise au prix de l'expérience, et elle ne figurait dans aucun manuel d'instruction soviétique. La guerre afghane révéla aussi le paradoxe central du KPV dans ce conflit. L'arme que l'Union soviétique avait livrée à ses alliés revenait désormais contre ses propres forces. Les moudjahidines utilisaient des exemplaires de fabrication chinoise, le type 56, acheminés via le Pakistan avec le soutien discret de plusieurs puissances occidentales et régionales. Montés sur des pick-up japonais ou installés sur des affûts de fortune en hauteur dans les couloirs rocheux, ces KPV chinois s'avérèrent particulièrement efficaces contre les hélicoptères soviétiques. La vitesse initiale du projectile et sa masse
permettait de percer le fuselage d'un Mi-8 à des distances et sous des angles où les armes de calibre inférieur ne causaient que des dommages superficiels. Les pilotes soviétiques modifièrent leur procédure de vol. Les approches à basse altitude, le long des couloirs, furent progressivement abandonnées au profit de trajectoires plus hautes et plus rapides. Mais en montagne, la marge de manœuvre restait étroite, et les pertes aériennes liées au calibre 14,5 s'accumulèrent tout au long du conflit. Pendant ce temps, à plusieurs milliers de kilomètres de l'Afghanistan, le KPV participait à une guerre dont presque personne en Europe ne connaissait les détails. En Éthiopie, le conflit pour la région de l'Ogaden opposa de 1977 à 1978 l'Éthiopie, soutenue par l'Union soviétique et Cuba, à la Somalie, qui avait reçu du matériel soviétique avant de basculer dans l'orbite américaine. Des affûts quadruples ZPU-4 équipés de KPV participèrent à la défense anti-aérienne des positions éthiopiennes et cubaines. Plusieurs appareils somaliens furent abattus au cours de ces engagements. Parmi eux se trouvaient des avions de conception soviétique, livrés à Mogadiscio avant le retournement d'alliance, ce qui aboutit à la situation historiquement singulière d'une mitrailleuse soviétique abattant un avion soviétique piloté par un aviateur somalien, dans une guerre que Moscou finançait des deux côtés à des moments différents. À la fin des années 70, tandis que le débat sur l'avenir du KPV s'intensifiait dans les cercles militaires soviétiques, une autre évaluation se déroulait en sens inverse dans les chancelleries occidentales. Les rapports de l'Alliance Atlantique, l'OTAN, signalaient que le KPVT représentait une menace sérieuse pour les véhicules blindés légers occidentaux. Le transporteur blindé américain M113, largement diffusé parmi les Alliés, présentait une protection insuffisante face au 14,5 à des distances opérationnelles réalistes. Des essais conduits dans plusieurs pays membres confirmèrent que le projectile de Vladimirov perçait le blindage latéral du M113 à des distances dépassant 500 mètres dans des conditions standards. Cette réalité poussa plusieurs pays de l'Alliance à engager des programmes coûteux de modernisation de leurs blindés légers. Des programmes longs et complexes, déclenchés en partie par la crainte d'une arme conçue plus de 30 ans plus tôt dans un bureau d'études en pleine guerre. En Angola, où des forces cubaines soutenaient le gouvernement de Luanda contre l'UNITA et les troupes sud-africaines, le KPV fut engagé dans des configurations très différentes de celles des couloirs afghans. Dans la savane et la forêt dense, les affûts mobiles sur véhicules légers dominaient. La mobilité primait sur la protection, et le KPV sur pick-up s'y confirma comme l'arme décisive des engagements à moyenne distance, capable d'imposer un résultat là où les armes légères ne suffisaient pas. L'Union soviétique disparut en décembre 1991, mais le KPV ne remarqua pas l'événement. Pendant que le pays qu'il avait créé se fragmentait en 15 États, pendant que les usines changeaient de propriétaires et de nom, pendant que l'armée perdait ses hommes, ses matériels et ses financements, la mitrailleuse de Vladimirov continua de tirer. Simplement, elle tirait désormais souvent des deux côtés d'un même conflit. La première guerre de Tchétchénie offrit au KPV l'un de ses engagements les plus brutaux de l'ère post-soviétique. Les forces fédérales russes entrèrent dans Grozny en janvier 1995 avec des colonnes blindées dont une partie portait le KPVT en tourelle sur des BRDM-2. Les formations tchétchènes les accueillirent notamment avec des KPV identiques, démontés de véhicules soviétiques abandonnés ou non évacués lors du retrait de 1991 et 1992. Dans les rues de Grozny, où les distances de combat tombaient à quelques dizaines de mètres, la puissance de la cartouche 14,5 se transformait en catastrophe pour quiconque se trouvait sur la ligne de tir. Le KPV révéla dans ce combat urbain une de ses propriétés les plus redoutables. Son projectile ne perdait pas son efficacité létale après avoir traversé une cloison. Un mur de briques qui protégeait parfaitement d'un tir de fusil d'assaut ne constituait qu'un obstacle partiel face au 14,5. Les soldats des deux camps la prirent rapidement et cherchèrent systématiquement des abris en béton épais ou des sous-sols profonds. Les observateurs qui documentèrent les combats
relevèrent dans les bâtiments des perforations traversantes dans des murs en maçonnerie pleine. Et les personnes qui se trouvaient derrière ces murs au moment de l'impact n'avaient souvent aucune chance. Simultanément, le KPV combattait au Karabakh, en Abkhazie et au Tadjikistan. L'effondrement soviétique avait déversé sur l'espace post-soviétique des quantités considérables d'armements stockés dans des dépôts régionaux, récupérés par des commandants locaux ou absorbés par des structures criminelles. En Abkhazie, lors du conflit de 1992 à 1993, des KPV sur affût improvisés furent employés contre les positions géorgiennes à des distances où les armes légères ne portaient plus. Des observateurs mandatés par des organisations internationales consignèrent dans leurs rapports des dommages caractéristiques dans des constructions en béton armé, des perforations traversantes dans des parois que l'armement individuel n'aurait pu entamer. Pour les personnes à l'intérieur, ces impacts provoquaient souvent des blessures mortelles, même sans atteinte directe, par projection d'éclats de béton arrachés à grande vitesse par l'onde de choc. En 2003, quand les forces américaines entrèrent en Irak, elles découvrirent le KPV intégré à l'armée irakienne, en tourelle sur des BRD M2 de fabrication soviétique, sur des affûts antiaériens, sur des camions. Après la chute du régime, des quantités massives de ce matériel passèrent aux mains de groupes armés divers. Les soldats américains se heurtèrent alors à une réalité que leur équipement n'avait pas été conçu pour absorber. Les Humvee blindés, efficaces contre les tirs de fusils d'assaut et les éclats, ne résistaient pas au 14,5. Le projectile perçait leur protection latérale à des distances opérationnelles courantes, sans que l'angle d'impact ou la distance ne joue en faveur des occupants. Le commandement américain commanda en urgence des blindages renforcés pour les Humvee, puis accéléra le programme de remplacement par des véhicules de la série MRAP, mieux protégés contre les engins explosifs et les tirs directs lourds. Une mitrailleuse conçue contre les blindés allemands de 1944 forçait, en 2003, l'armée de la première puissance mondiale à réviser en urgence son programme d'achat de véhicules blindés. En Libye, lors de la guerre civile de 2011 qui renversa Mouammar Kadhafi, le KPV sur pick-up devint le symbole visuel du conflit. Les images diffusées dans le monde entier montraient des colonnes de Toyota chargées de combattants, soulevant des nuages de poussière dans le désert, avec des mitrailleuses lourdes en position dans les bennes. Cette tactique de la Technichka, rodée lors de la guerre du Tchad dans les années 80, se déroula désormais en direct, devant les caméras du monde entier. Le KPV y figurait aux côtés du Douchka et de quelques armes occidentales, reconnaissables à son long canon et à sa boîte de culasse massive. Ce conflit libyen fut aussi le théâtre d'engagement où des véhicules blindés soviétiques furent détruits par des tirs de KPV montés sur pick-up. Des chars T-54 de fabrication soviétique brûlèrent sous des impacts en flanc ou en toit de tourelle. Zone où le blindage était suffisamment mince pour que le 14,5 les traverse. Le paradoxe que Vladimirov n'aurait pu prévoir en 1944 se réalisait pleinement. Sa mitrailleuse, créée pour répondre à la menace des blindés lourds allemands, détruisait des chars soviétiques dans le désert africain, depuis la benne d'un véhicule japonais conduit par des combattants libyens. La guerre civile syrienne, qui débuta la même année, donna au KPV un rôle que son concepteur n'aurait pas pu imaginer. Diverses factions commencèrent à l'utiliser contre les drones de reconnaissance. Un engin télépiloté lent, suivant une trajectoire prévisible, à basse ou moyenne altitude, constitue une cible presque idéale pour une arme à haute vitesse initiale et bonne précision balistique. Des servants parvinrent à neutraliser des appareils à des altitudes pouvant atteindre 2000 mètres. L'arme conçue contre des chars et des avions pilotés se mua en système anti-drone sans la moindre modification technique, simplement parce que la cartouche 14,5 le permettait. Plusieurs analystes militaires tirèrent de ces observations une conclusion qui tardait à être formulée clairement. Le KPV, en rôle antiaérien contre des cibles lentes, restait plus efficace
que bien des systèmes modernes dans ce créneau précis. Engager un drone léger avec un missile sol-air représentait un non-sens économique absolu. Une rafale de KPV coûtait quelques dizaines d'euros de munitions et réglait le problème tout aussi bien. Un argument qui allait peser lourd dans les années suivantes. La mort de Semyon Vladimirov, survenue le 12 juillet 1956 dans ses ateliers de Kovrov, mérite d'être rappelée ici. Il périt sur son lieu de travail, blessé mortellement lors du démontage des pièces sous tension de sa propre mitrailleuse. Le ressort récupérateur qui absorbait le recul de son arme fut la cause directe de sa mort. Il avait reçu pour ses travaux le prix Staline de première classe en 1949. Des ordres et des médailles. Le pouvoir soviétique avait su reconnaître l'armurier, même si le grand public n'apprit jamais son nom. La mitrailleuse portait ses initiales dans son sigle, mais rares étaient ceux qui savaient ce que ces lettres recouvraient. En février 2014, quand le Donbass bascula dans la guerre ouverte, le KPVT sur BRDM-2 réapparut dans les chroniques militaires, comme si le temps s'était arrêté. Les combats autour de l'aéroport de Donetsk, qui s'étendirent de mai 2014 à janvier 2015, mirent en présence des véhicules blindés soviétiques des deux côtés des lignes. Les images de cette période montrent des BRDM-2 progressant dans des rues défoncées, leurs tourelles portant le long canon caractéristique du KPVT. Les défenseurs ukrainiens de l'aéroport, retranchés dans le terminal et les bâtiments techniques, apprirent à leurs dépens que les murs de béton léger ne constituaient pas un abri suffisant face aux 14,5. Les assaillants, de leur côté, découvrirent que leur propre véhicule n'était pas mieux protégé contre la même arme tirée depuis les positions opposées. Sous des Baltsevo, en février 2015, des colonnes équipées de BRDM-2 utilisèrent le KPVT pour neutraliser des positions d'infanterie retranchées dans des bâtiments en briques. À 800 mètres, le projectile traversa une cloison de briques pleines, sans perte significative d'énergie cinétique. Les équipages qui combattirent dans ce secteur rapportèrent que l'effet du tir sur les structures légères était quasi immédiat, un avantage décisif dans des engagements où chaque minute comptait. Dès 2014, les deux camps déployèrent des engins télécommandés de reconnaissance à basse et moyenne altitude. Les servants de KPV découvrirent que leur arme, sans aucune modification, constituait un outil efficace contre ces cibles. La vitesse initiale élevée du projectile et la cadence de tir suffisante permettaient d'engager un drone évoluant à quelques centaines de mètres d'altitude avec une probabilité de destruction réelle. Cette pratique, née de la nécessité immédiate sur le Donbass, allait se généraliser bien au-delà des frontières de ce conflit. Avec le début de l'invasion à grande échelle en février 2022, le KPV entra dans une phase nouvelle de son existence opérationnelle. Les forces russes engagèrent des BRDM-2 en phase de reconnaissance initiale, avec le KPVT en armement principal. Mais le champ de bataille ukrainien de 2022 différait radicalement de tout ce que la doctrine soviétique avait prévu pour ces machines. La densité des moyens anti-chars portatifs modernes, missiles guidés, roquettes thermobariques, drones armés de munitions anti-chars, rendait le BRDM-2 extrêmement vulnérable dès qu'il opérait sans appui blindé lourd. Les véhicules brûlèrent en nombre, et avec eux, parfois le KPVT en tourelle. Mais quand la mitrailleuse survivait à la destruction du véhicule, ou quand elle était démontée avant que le blindé ne soit engagé, elle continuait de fonctionner. Des équipes ukrainiennes récupérèrent des KPV sur des épaves russes ou dans des dépôts abandonnés, et les remirent en service sur des affûts de fortune, soudés à la hâte dans des ateliers de campagne. La priorité était claire: intercepter les drones kamikazes de type Geragne, dont les vagues nocturnes ciblaient les infrastructures énergétiques et les positions militaires en profondeur. Ces engins volaient lentement, à basse altitude, sur des trajectoires relativement prévisibles, exactement le profil de cible pour lequel le 14,5 donnait le meilleur résultat.
Des enregistrements diffusés en accès libre montraient des servants derrière leur KPV, sur affût improvisé, une courte rafale, et le drone qui s'effondrait en flammes avant d'atteindre son objectif. 2 ou 3 impacts suffisaient dans la plupart des cas. La guerre au Karabakh, en septembre 2020, avait déjà révélé une limite que le conflit ukrainien confirma sans ambiguïté. Contre les drones de frappe évoluant à 3 ou 4 000 mètres d'altitude, le KPV ne portait plus. Le plafond d'efficacité anti-aérienne de l'arme, autour de 2000 mètres, s'avérait insuffisant face aux engins de la nouvelle génération, opérant en altitude de sécurité. Cette limite ne condamna pas la mitrailleuse. Elle redéfinit son créneau avec précision. Le KPV devint l'arme des drones lents et bas, là où les systèmes à missiles étaient disproportionnés en coût et en complexité, et où une rafale bien placée réglait le problème pour quelques dizaines d'euros de munitions. En août 2021, lors de l'évacuation de Kaboul, des soldats américains récupérèrent un KPVT, monté sur un pick-up appartenant à la police afghane, en échange de tabac à chiquer, et l'emportèrent lors du repli. Le fait est documenté dans plusieurs sources militaires américaines de l'époque. Une arme conçue en Union soviétique, passée entre des dizaines de mains en 60 ans, finissant échangée contre du tabac lors du retrait américain d'un pays que Moscou avait lui-même tenté de pacifier 40 ans plus tôt. Cet épisode résume à lui seul une grande partie de l'histoire militaire du monde depuis 1945. En mars 2024, un servant ukrainien abattit un drone de reconnaissance russe au-dessus de la région de Kharkiv avec un KPV monté sur une structure métallique soudée artisanalement. L'enregistrement de l'engagement circula largement sur les réseaux. On y voit l'arme pointée vers le ciel, une brève rafale et l'engin qui tombe. 80 ans après les premiers essais sur un polygone soviétique, le même calibre, la même arme, le même résultat, contre une catégorie de cibles que Vladimirov ne pouvait pas avoir envisagée en 1944. En 2024, le KPV restait en dotation dans les armées de plus de 50 États. Aucun concepteur, nulle part dans le monde, n'avait produit de mitrailleuse de série qui occupe la même niche balistique en surpassant la conception de Vladimirov sur l'ensemble des critères combinés. Le Browning M2 américain, standard de l'OTAN depuis des décennies, demeurait inférieur en pénétration de blindage et en portée efficace. Le Type 56 chinois restait sa copie directe, diffusée sur tous les continents par des filières que personne ne contrôlait plus vraiment. L'arme née dans un bureau d'études de Kovrov en pleine Seconde Guerre mondiale avait survécu à tous les régimes qu'il avait adoptés, à toutes les guerres qu'elle avait traversées, et continuait d'apparaître dans les bulletins des conflits en cours, souvent des deux côtés du même front, comme au premier jour. Vous regardez l'arsenal de l'histoire. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like, cela aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire, et écrivez en commentaire quelle arme vous voulez découvrir dans le prochain épisode.